Avec nos invités du mardi. Alors Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Bonjour Félix. Bonjour Antoine. Et puis Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour Félix. Grosse actualité évidemment. Alors on parlait beaucoup de l'IA. On dit que, c'est pas qu'on dit, c'est voilà, un des arbitrages de cette fin d'année. C'est vrai qu'on a eu des progressions exceptionnelles. Et puis l'arrivée de premières incertitudes. On a vu notamment Michael Burry, alors, le fameux investisseur du film de Big Short, dire « Attention, certaines entreprises ont tendance à surévaluer leurs perspectives, leur dynamique de développement et d'investissement. Ça pourrait causer la crevaison violente d'une bulle. Il a parié à la baisse sur plusieurs valeurs. Il s'est fait rincer. Bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, il continue de le dire en disant « J'ai beau me faire rincer, je pense qu'il y a un problème là-dessus. » Et c'est corroboré par plusieurs types d'irrégularités qu'on a pu un petit peu voir autour des cas Nvidia, autour de certaines interviews, autour de certains propos de la part de dirigeants clés du domaine de l'IA, à savoir Jensen Huang lui-même, le PDG d'Nvidia, et puis d'autres qui se sont exprimés. Donc voilà, cette fin d'année, c'est peut-être les tout petits premiers craquements sur ce modèle un peu en circuit fermé de l'IA. Oui, en fait, Michael Burry, il a ces réactions-là. Je pense qu'il continue lui-même à shorter, mais avec son propre argent, plus avec l'argent de ses clients. Parce qu'il a son âge, et il a donc l'âge d'avoir traversé à l'âge adulte, au moins en tant que gérant de fonds, 2 crises. Celle de 2008, enfin 2007-2008, pour laquelle il est resté célèbre, et puis la dot-com bubble des années 2000. Dans laquelle on a eu quand même des faillites et des scandales retentissants sur Lucent, sur WorldCom, sur Enron, liés à des fraudes d'ordre comptable. Et donc, quand on a des alertes aujourd'hui, notre intégrité, notre éthique, notre dignité devrait nous dire attention, on prend ces alarmes au sérieux. J'ai pas l'impression que le marché les ait vraiment saisies. Peut-être que je joue les Cassandres, mais il y a quand même 3 choses qui sont inquiétantes. La première, c'est ce que pointe Michael Burry, c'est il y a une politique assez complaisante sur les amortissements des parcs de puces d'IA. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous achetez une puce IA, eh bien, la plupart des clients de Nvidia ou d'AMD, ils achètent et puis ils la remplacent au bout de 18 mois. C'est normal, on est dans une forte croissance de la technologie, c'est la loi de Moore, elle est vérifiée, validée. Mais dans le bilan, ils disent qu'ils amortissent sur 5 ans. On achète tous les 18 mois, mais on amortit sur 5 ans. Donc, qu'est-ce que ça fait? Sans rentrer dans les détails, ça fait juste que vous êtes en train d'améliorer votre résultat, donc votre résultat par action. Et c'est normal qu'ils essayent de artificiellement le gonfler, puisque c'est ce que regardent les analystes tous les trimestres. Donc, il y a cette première pression-là. La deuxième irrégularité, c'est que Jensen Huang, patron de Nvidia, dit « La demande est explosive. L'offre et la production sont à saturation. » Très bien, on comprend. Alors, dans ce cas-là, pourquoi, dans les comptes de Nvidia, on trouve au 3e trimestre des créances clients qui explosent? Normalement, si vous êtes en rupture de stock, a priori, vous êtes payé vite puisque les gens veulent des puces. Oui. Et deuxième chose qui concerne les créances clients, les stocks aussi explosent. Vous avez des stocks de puces qui vous restent sur les bras. Alors, comment expliquer si vous déclarez au marché que vous êtes en rupture de stock, que vos stocks augmentent de 30%? Ça, c'est les irrégularités qui ont été relevées et qui sont assez gênantes. Et la dernière, c'est une plus large que Michael Burry appelle le circular financing, une thèse de financement circulaire de l'IA. C'est-à-dire que les milliards dont on parle d'un côté sont les milliards dont on parle de l'autre. J'en avais parlé la semaine dernière. Mais globalement, Nvidia va investir dans les startups IA, OpenAI, xAI, Mistral AI. Revolut aussi. Voilà, Revolut, elle va mettre de l'argent dans ces sociétés qui en brûlent énormément. Ces sociétés vont acheter des puces à Nvidia, vont les payer ou pas, parce qu'on voit que les créances clients et les stocks augmentent, et Nvidia va compter ça comme du capital. Donc, c'est un petit peu le risque de voir sur tous les hyperscalers et les acteurs de l'IA une boucle où on parle toujours des mêmes 500 milliards. Christian Fontaine, peut-être un commentaire là-dessus. C'est vrai que c'est le truc qui domine, mais voilà, le grain de sable dans l'engrenage, ça pourrait être soit une rupture technologique violente qui rendrait ces centaines de milliards de dollars d'investissement inutiles ou mal investis. Et puis, parallèlement, on a de plus en plus d'intervenants financiers qui s'inquiètent. On parle de Michael Burry, mais je ne sais pas, il y a Barclays, par exemple, la semaine dernière, qui a dit « Attendez, nous, la dette d'Oracle, on n'achète plus, on la met à vendre. » Parce que c'est un rouage qui peut potentiellement être explosé de manière extrêmement violente.
du coup, on est obligé de revoir un petit peu tous nos modèles quand on pense financement face à cette espèce de financement un petit peu consanguin qu'ont formé les hyperscalers. Revoir les modèles, vous avez entièrement raison, et revoir même la façon dont on investit en bourse. Ça fait des semaines sur ce plateau et bien sûr ailleurs, tout le monde se pose la même question, bulle ou pas bulle. Mais en fait, est-ce la bonne question? Et moi, j'aurais tendance à répondre non, pour deux raisons. D'abord, parce que franchement, personne n'a la réponse. Et puis surtout, ça contribue à alimenter la fausse idée que la bourse est un casino. Vous pensez que la bourse, qu'il n'y a pas de bulle, vous mettez tout sur le A, et sinon vous mettez tout sur le noir ou tout sur le rouge, et vous avez quand même quasiment une chance sur deux de vous tromper. Ce n'est pas comme ça que l'on investit en bourse. La bonne question aujourd'hui à se poser lorsqu'on est investisseur français et qu'on a investi ou pas dans des GAFAM, elle est très simple. C'est: est-ce que mon exposition à la tech américaine est compatible avec mes projets de vie? Et ça, c'est une idée que je matraque sur votre antenne depuis des semaines. Très concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez besoin de tout ou partie de l'argent que vous avez investi dans les GAFAM au cours des 12 voire 24 prochains mois, oui, mon cher Antoine, il faut vendre pour réaliser votre projet de vie, investir dans une voiture, se payer un beau voyage. Si maintenant les GAFAM ne représentent que 2 ou 3% de l'ensemble de vos actifs investis en actions, et que vous pouvez vous permettre de bloquer cet argent pendant 10 ou 15 ans, la question n'est pas de sortir du marché, mais au contraire, face à une même situation, c'est de se renforcer. Et voilà, c'est ça qui me semble absolument essentiel. Et d'une façon un peu plus générale, si vous me permettez de terminer là-dessus, c'est que on vit en période d'incertitude financière, avec toutes les questions qui se posent sur la valorisation des actifs, en période d'incertitude budgétaire, fiscale et politique. Je ne vous fais pas un dessin. Il va falloir apprendre à investir dans un tel contexte l'année prochaine, et bien sûr à être prudent sans pour autant paniquer. Et je pense qu'il est essentiel encore plus qu'avant de revenir un petit peu aux fondamentaux, mais on peut en parler quand vous voulez. Bien sûr, être prudent, mais être aussi réactif. Vous nous dites, je l'ai lu, l'étude de Morgan Stanley qui dit, et on le voit d'ailleurs sur ce que donne Wall Street, cette forte hausse du Nasdaq hier, plus 2,7%, toute correction est bonne à prendre, et au moins jusqu'à l'année prochaine. En ce moment, c'est buy the dip. Ce qui s'est passé hier, lundi 24 novembre, une des meilleures journées sur les valeurs de la tech, des GAFAM. Mais maintenant, la liste, c'est plutôt une grosse quinzaine d'entreprises tech qui sont presque toutes IA. C'est ça, ça a vraiment reflué sur l'angoisse, la crainte de voir les taux inchangés en décembre. On a vu que ça, depuis que John Williams, le patron de la Fed de New York, avait dit le contraire, avait laissé entendre qu'il y avait la capacité pour un ajustement proche à terme. C'est la langue de bois de gouverneur de banque centrale. Totalement. Les marchés ont adoré ça. Qu'est-ce qu'ils ont adoré? Ils ont adoré le fait que Nvidia va peut-être pouvoir vendre en Chine. Et puis, en plus de ça, il y a quelque chose qui est mécanique cette semaine, parce que alors là, maintenant, moi, je le reconnais, je vis la bourse à la petite semaine. Ouais. On est sur la semaine de Thanksgiving, donc il n'y a que 4 jours de bourse. Ouais. Donc, il faut faire ses affaires en 4 jours et pas en 5. C'est pour ça que le lundi va à fond. Là, tous les futurs du Nasdaq sont dans le rouge, donc attendons-nous peut-être un reflux cet après-midi. Mais buy the dip, ça permet, par exemple, si hier, on était assez malin pour acheter Broadcom, de prendre plus de 10% dans la journée. Ça, c'est une valeur que vous aimez bien, Broadcom, d'ailleurs. J'aime bien Broadcom et j'aime bien certains de ses proxys, on va dire, pour une raison fondamentale. Christian disait il est temps plus que jamais de regarder les fondamentaux. Eh bien moi je regarde maintenant uniquement le ratio PEG. Donc c'est-à-dire le PER divisé par la croissance des bénéfices. En gros, qu'est-ce que je dépense et quelle croissance des bénéfices je peux attendre? Eh bien si on regarde pour celles qui ont un ratio en dessous de 2, c'est-à-dire raisonnable, je préfère en dessous de 1, vous avez en dessous de 1, vous avez Nvidia, vous avez AMD, vous avez Broadcom qui a 1,38, et dans les sympas aussi, on a Cisco, on a Salesforce, on a Qualcomm. Toutes les grosses aujourd'hui, les Apple, Microsoft, Meta sont au-dessus de 2. Et alors, si vous voulez exploser les compteurs et vous exposer au risque, vous avez Tesla à 7,87 ou Palantir à 3,53. Le PEG, c'est quand même un bon indicateur dans ce marché qui est déjà très cher, de se dire, parmi tout ce qui est très cher, qu'est-ce qui est comparativement moins cher? Ouais, voilà. Et fondamentalement, et on le dit depuis le début, ce qui discrédite cette idée de bulle, c'est que, hormis le trou noir OpenAI, qui est au centre de tout ça, on a quand même des entreprises qui alignent du bénéfice, qui alignent de la croissance des bénéfices, et ça,
bon, toute erreur comptable ou toute malhonnêteté comptable mise à part, pour parler très vulgairement, ça crache. Enfin, il y a du bénéfice, il y a du ruissellement. Regardez les résultats de Nvidia au 3e trimestre. De mémoire, c'était la semaine dernière, plus 60% du chiffre d'affaires, 30 milliards de dollars de résultats nets sur le trimestre. Bien sûr, c'est une des grosses différences par rapport à la bulle Internet et la bulle .com. Alors oui, pour rebondir sur l'idée de Félix, on peut bien sûr faire de la bourse à la petite semaine et ça consiste bien sûr toujours à investir en cas de baisse. Lorsqu'on voit un titre que vous voulez, une belle valeur, je pense par exemple à Thales avec les rumeurs d'accord en Ukraine, c'est vrai que Thales a un petit peu perdu du terrain ces derniers temps. Pourquoi pas mettre à profit, je dirais, ce recul pour se renforcer, voire se constituer une ligne à bon compte. Bien sûr, ça peut être une stratégie, je dirais, intéressante. Alors, attention, je sais bien, Antoine, vous aimez bien les indicateurs un peu macro. C'est vrai qu'il y a le fameux indicateur de Warren Buffett qui est le rapport de la capitalisation boursière par rapport au PIB. C'est vrai qu'on reste toujours autour de 200%, ça reste élevé. Lorsque vous regardez les valos, les PE, donc le cours sur bénéfice, c'est vrai qu'à Wall Street, on est quand même assez sur des tendances supérieures aux trends de longue période. Donc moi, j'aurais quand même tendance à dire, dans la conjoncture actuelle, quand même relativement prudence et surtout, donc pas de panique, ça ne sert à rien. Bien sûr, tenez compte de votre situation personnelle et surtout, ouvrez les chakras. Ouvrez les chakras. Pourquoi ouvrir les chakras? Mais ça veut dire que là, depuis le début de l'émission, on parle de quoi? On parle de performance économique de ces placements. Le taux de rendement auquel vous placez ou auquel vous espérez placer, le taux de retour sur investissement. Il y a un autre, je dirais, levier classique de gain en matière de placement, c'est celui dont on parlera tout à l'heure, c'est bien sûr la fiscalité. Mais en période d'incertitude comme aujourd'hui, on a un petit peu, et surtout de valorisation très élevée en fait des actifs et de menaces de hausse de la fiscalité, on a quand même un peu trop tendance à oublier qu'il y a encore deux autres leviers. Le premier levier, c'est bien sûr tout ce qui est l'axe civil. Là, on sort un tout petit peu de la bourse et on va un tout petit peu vers la gestion de patrimoine, mais c'est des axes essentiels. La nature juridique du statut de couple, pax, concubinage ou mariage, c'est pas du tout pareil et ça a des conséquences très concrètes sur le patrimoine. Et puis bien sûr, il y a aussi l'axe prévoyance. Là, c'est pas très glamour, je suis entièrement d'accord avec vous. Il n'empêche que, je dirais, ça fait 100% partie de la gestion de patrimoine que de s'interroger sur son train de vie en cas de problème de santé. Voilà, donc ça c'est un autre point. Aussi, La retraite, bien sûr, ce sont des points très importants. Très concrètement, on parle toujours très souvent de l'assurance emprunteur, qui est obligatoire dans les faits lorsqu'on achète pour investir dans l'immobilier. Mais il faut savoir que c'est aussi un super outil de prévoyance, puisqu'en cas d'accident à la vie, c'est l'assureur qui prend en charge les remboursements des mensualités du prêt, ce qui allège considérablement, je dirais, les dépenses de monsieur ou de madame qui survit donc en cas d'accident de la vie du conjoint. Voilà. Donc je pense que dans ces périodes d'incertitude, il faut bien voir que gérer son patrimoine, il y a différents leviers que l'on peut actionner. Il y a le levier de la performance économique, de la fiscalité, mais aussi le civil et la prévoyance. Christian Fontaine, dont on reparlera d'ailleurs des arbitrages de fin d'année tout à l'heure dans la boîte à outils, essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais vous aussi, plaisir. Félix Baron, c'est... Il y a la performance des marchés actions, il y a la performance de la plupart des actifs auxquels on est exposé, puis il y a aussi tout le cadre qui permet d'aider d'avoir de la performance, de la visibilité, et précisément au moment où on est au milieu des incertitudes les plus dingues du côté réglementaire et fiscal. Oui, et là aussi, on va dire que je rabâche, mais c'est pas mal de diversifier. C'est-à-dire que c'est bien de diversifier les supports de placement, les enveloppes fiscales, comme dirait Christian, mais c'est pas mal aussi d'investir dans ce cas-là. Si on a à la fois un PEA, une SCI, si on détient de l'immobilier locatif, si on a également un compte titre ordinaire, si on a de l'or version papier et version physique, c'est pas mal aussi d'avoir de l'or version physique pour des questions de fiscalité, c'est pas le même traitement. Si on pense à transmettre cet or sur 15-20 ans, il sera presque défiscalisé. C'est pas mal en fait d'avoir 4-5 grandes catégories d'investissement pour se dire incertitude, oui, de toute façon, c'est la permacrise, entre guillemets, c'est le terme à la mode, mais je traverse ça, et puis bon an, mal an, j'arrive à faire 6, 7, 8, 12% par an parce que je suis bien diversifié, et vous êtes meilleur que 95% du marché.
Et c'est quand même pas mal. Et c'est pas mal. Et comme le dit Christian, et ça je retiens cette maxime depuis la rentrée, c'est au moins y consacrer 1 heure par semaine. Juste faire le point, juste se mettre d'équerre avec alors soit son conseiller bancaire ou boursier si on en a un, soit son notaire pour parler cadre, etc. Mais il y a toujours une bonne heure très productive. Mais vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que les jeunes actifs, les jeunes professionnels l'ont compris. Hein, interroger les courtiers en ligne, le revenu, enfin, j'en ai rencontré plusieurs récemment. Ils sont impressionnés. Ils n'ont jamais vu ça. Hein, donc, on parle de présidents de banques en ligne. Ils n'ont jamais vu une telle ruée sur les marchés actions avec des ouvertures de comptes titres ordinaires de PEA en hausse de plus de 50% sur un an. C'est très impressionnant et une bonne moitié de ces ouvertures de comptes sont le fait de trentenaires, voire moins de 30 ans. Et donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça montre que ce sont des jeunes qui prennent leur avenir financier en main et qui ont compris de la nécessité de mettre de l'argent de côté pour devenir financièrement indépendants, à la fois, je dirais, du travail et puis demain pour avoir un niveau de vie satisfaisant à la retraite. Ouais, les jeunes, l'innovation, hein, vraiment une clé hein, pour le futur des marchés. On en parlera d'ailleurs en fin d'émission avec les spécialistes de Shares et d'ERES hein, qui travaillent justement sur cette innovation financière au service des clients, au service des CGP. Merci messieurs, Félix Baron du Club des investisseurs indépendants, Christian Fontaine du magazine Le Revenu.